Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les repas d'autrefois, bien que simples et modestes, avaient des saveurs si inoubliables? Sans machine moderne ni recettes complexes, il suffisait de pénétrer dans une vieille cuisine pour que cette odeur suffise à réchauffer le cœur. Peut-être que le secret ne résidait pas dans les ingrédients, mais dans de toutes petites astuces de cuisine, très authentiques, transmises silencieusement de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons retourner ensemble dans la cuisine des années 1970-1980, là où des plats apparemment ordinaires transportaient avec eux tout un long souvenir. 1. Œufs brouillés à la mayonnaise. À cette époque, les œufs étaient un plat présent presque chaque matin dans de nombreuses familles. Simples, bon marché et faciles à préparer. Mais d'une certaine manière, les œufs brouillés de la génération précédente étaient toujours beaucoup plus tendres, onctueux et parfumés que ce que nous faisons aujourd'hui. Le secret résidait dans un produit très familier du réfrigérateur de l'époque, la mayonnaise. Au lieu d'ajouter du lait ou de la crème, on mélangeait discrètement une cuillère de mayonnaise directement aux œufs crus, en battant bien jusqu'à ce que le mélange devienne lisse et homogène. La mayonnaise étant déjà une combinaison d'œufs, d'huile et d'une légère acidité, elle aide les œufs à conserver leur humidité lors de la cuisson, évitant qu'ils ne deviennent secs ou friables. Lorsque les œufs sont cuits lentement à feu doux, les graisses enveloppent chaque fibre de protéines, créant une texture soyeuse sans avoir besoin d'équipement ou d'ingrédients coûteux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à partir de quelques œufs seulement, un petit déjeuner d'autrefois pouvait réchauffer toute la cuisine ainsi? Et aurions-nous accidentellement oublié ces petites astuces dans cette vie moderne trop pressée? 2. Saupoudrer le moule de sucre au lieu de farine. Dans les vieilles cuisines des années 1970-1980, cuire un gâteau n'était pas seulement pour manger, c'était une occasion spéciale. Les fours n'étaient pas modernes, les moules n'étaient pas anti-adhésifs. Mais le résultat à la sortie était toujours doté d'une croûte extérieure étrangement belle. Le secret résidait dans un geste très simple avant de verser la pâte dans le moule. Au lieu de saupoudrer de la farine comme c'est courant aujourd'hui, on étalait une fine couche de graisse, puis on saupoudrait délicatement du sucre cristallisé partout dans le moule. Pendant que le gâteau cuisait doucement au four, cette couche de sucre commençait à fondre et à caraméliser, créant une croûte fine, légèrement croquante, d'une couleur brun doré, chatoyante. Non seulement cela empêchait le gâteau de coller au moule, mais le sucre apportait aussi une douceur subtile sur les bords, là où c'est souvent le plus sec et fade. À chaque découpe, cette bordure était toujours remarquée en premier, à la fois belle et savoureuse. C'est peut-être pour cela que les gâteaux d'autrefois, bien que très simples, restent gravés dans les mémoires. Vous souvenez-vous de la sensation de mordre dans cette croûte, légèrement craquante, d'entendre ce petit craquement en bouche? 3. L'eau de cuisson des pâtes pour lier la sauce. Dans les repas de famille des années 1970-1980, les pâtes n'étaient pas un plat sophistiqué, mais la sauce qui les accompagnait avait toujours une onctuosité et une saveur très équilibrée. La particularité était que le cuisinier n'avait besoin ni de farine ni de crème épaisse pour épaissir la sauce. Le secret se trouvait directement dans la casserole d'eau des pâtes qui frémissait sur la cuisinière. Lorsque les pâtes cuisent, l'amidon se dissout dans l'eau, transformant ce liquide en un fluide légèrement trouble, onctueux et riche en saveurs. Au lieu de la jeter, on prélevait un peu de cette eau pour l'ajouter directement à la poêle de sauce à l'étape finale. L'amidon naturel aide la sauce à devenir lisse, à napper uniformément chaque pâte, sans être liquide ni altérer le goût d'origine. Plus important encore, l'eau des pâtes ayant été salée dès le début, elle aide à équilibrer les saveurs du plat de manière très subtile. En mélangeant les pâtes à la sauce, tout s'unit en un ensemble homogène. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces assiettes de pâtes d'autrefois
semblait simple, mais était si délicieuse alors qu'il n'y avait ni sauce en conserve ni ingrédients chers. 4. La graisse de bacon réutilisée en cuisine. Dans la cuisine des années 1970-1980, le concept de gaspillage n'existait pas. Après chaque cuisson de bacon à la poêle, la graisse restante n'était jamais jetée. Elle était filtrée soigneusement, refroidie, puis conservée dans une petite boîte rangée proprement dans un coin de la cuisine. Pour la génération précédente, ce n'était pas seulement du gras, c'était de la saveur. En utilisant cette graisse pour faire sauter des légumes, frire des pommes de terre ou l'incorporer à une pâte, le plat prenait instantanément une profondeur et un arôme très caractéristiques, une saveur que l'huile ordinaire ne peut pas apporter. Une seule petite cuillère suffisait à rendre des légumes fades soudainement plus attrayants, faisant le bonheur de toute la famille. La graisse de bacon apportait un léger goût salé, un parfum fumé et une onctuosité juste suffisante, rendant le repas simple beaucoup plus chaleureux. Aujourd'hui, on l'évite souvent par souci de santé, mais c'est peut-être aussi pour cela qu'une partie de la mémoire gustative a progressivement disparu. Vous souvenez-vous de cette odeur qui envahissait la cuisine dès que la poêle chauffait? 5. Pommes de terre cuites dans la crème. Autrefois, la pomme de terre n'était pas seulement un simple accompagnement, mais la base de repas familiaux chaleureux. Au lieu de faire bouillir les pommes de terre dans l'eau pour ajouter du beurre ou du lait ensuite, beaucoup choisissaient de les cuire directement dans de la crème liquide. Cela peut paraître luxueux, mais c'est en réalité une façon très intelligente de créer une saveur complète dès l'intérieur. Pendant que les pommes de terre cuisent dans la crème, leur amidon se mélange aux matières grasses, créant une texture lisse et riche, sans avoir besoin de trop d'assaisonnement. Chaque morceau de pomme de terre fond en bouche, libérant une onctuosité légère, sans jamais être sec ou farineux. Cette méthode permet aux pommes de terre de s'imprégner uniformément des saveurs, rendant le plat plus complet, tout en conservant sa simplicité originelle. Par temps froid, un simple bol de ces pommes de terre fumantes suffisait à réchauffer toute la cuisine. Vous est-il déjà arrivé de manger un plat de pommes de terre si simple et de vous sentir si rassasié, non seulement par le goût mais par le sentiment de familiarité qu'il procure? 6. Salade de pommes de terre au jus de cornichon. Quand on évoque la salade de pommes de terre des années 1970-1980, on pense immédiatement à un plat riche avec des pommes de terre bouillies, des œufs et une sauce crémeuse. Mais pour que ce plat ne devienne pas trop lourd, le cuisinier utilisait un ingrédient très familier mais souvent négligé, le jus de cornichon restant dans le bocal. Une fois les pommes de terre cuites et coupées, elles étaient mélangées aux ingrédients de base, puis on ajoutait quelques cuillères de jus de cornichon à la place du vinaigre ou du citron. Ce jus, déjà imprégné d'épices, apporte une acidité douce et un léger goût salé, équilibrant parfaitement le gras de la salade. Une fois bien mélangé, chaque morceau de pomme de terre devient plus frais, la sensation de lourdeur disparaît, et le plat devient très facile à manger. En plus de donner du goût, le jus de cornichon aide le plat à se conserver mieux, ce qui était crucial lors des réunions ou des pique-niques prolongés. C'est peut-être pour cela que cette salade était toujours la première à être finie sur la table. Vous souvenez-vous de cette légère acidité qui réveillait tout le plat? 7. Placez un glaçon au centre du burger. Lors des barbecues en plein air des années 1970-1980, le burger était toujours le plat attendu, mais la viande ne restait pas toujours tendre et juteuse. Pour éviter que la viande ne s'assèche lors d'une cuisson prolongée sur les flammes, on avait trouvé une astuce très simple mais efficace. Avant de façonner la viande en galette, un petit glaçon était placé pile au centre, puis la viande était habilement refermée autour pour que le glaçon soit totalement emprisonné. Lorsque le burger était placé sur la grille, la chaleur faisait fondre le glaçon progressivement, libérant de l'eau de l'intérieur, ce qui aidait la viande à rester humide tout au long de la cuisson.
Ainsi, même si la surface était bien grillée, l'intérieur restait tendre et non desséché. Cette astuce ne nécessitait aucun additif ni technique complexe, mais offrait un résultat très fiable. C'est sans doute cette simplicité qui faisait que les burgers d'autrefois marquaient les esprits. Avez-vous déjà mordu dans un burger brûlant, laissant le jus s'écouler légèrement, en ressentant clairement cette différence? 8. Poisson badigeonné de mayonnaise avant grillade. Dans les repas de famille des années 1970-1980, le poisson grillé était un plat qui en intimidait plus d'un, car la moindre inattention pouvait rendre la chair sèche et friable. Pour éviter cela, les cuisiniers utilisaient un ingrédient très courant, la mayonnaise. Avant de poser le poisson sur la grille ou dans une poêle chaude, une fine couche de mayonnaise était étalée uniformément sur la surface du poisson. Cette couche formait une barrière protectrice, aidant à sceller l'humidité naturelle à l'intérieur lorsque le poisson était exposé à une température élevée. Pendant la cuisson, la mayonnaise fondait progressivement, le gras aidant le poisson à cuire uniformément et créant une surface légèrement dorée et croustillante, mais jamais sèche. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois le poisson cuit, le goût de la mayonnaise disparaissait presque totalement, ne laissant que la chair tendre, douce et juteuse. Cette méthode permettait au poisson de garder une belle texture, sans utiliser trop d'huile. C'est peut-être pour cela que les repas d'autrefois, bien que simples, semblaient toujours si complets. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le poisson grillé de l'époque était plus tendre que ce que nous faisons maintenant? 9. Purée de pommes de terre mélangée à un jaune d'œuf. Lors des dîners de famille des années 1970-1980, la purée de pommes de terre était un plat classique, mais qui possédait toujours une onctuosité très particulière. Le secret ne consistait pas à mettre énormément de beurre ou de crème, mais en un petit ingrédient ajouté au bon moment, le jaune d'œuf. Dès que les pommes de terre étaient écrasées et encore bien chaudes, on ajoutait le jaune d'œuf et on remuait très vite et vigoureusement pour qu'il s'incorpore totalement. La chaleur des pommes de terre suffisait à cuire légèrement le jaune, créant une texture onctueuse sans aucune odeur d'œuf cru. Grâce aux propriétés naturelles du jaune, la purée devenait plus riche, plus soyeuse et plus consistante en bouche. Cette méthode permettait d'atteindre la gourmandise souhaitée sans avoir besoin de beaucoup d'ingrédients coûteux. Chaque cuillerée portée à la bouche apportait une sensation de chaleur, simple, mais très complète. C'est sans doute cette finesse qui faisait que les plats d'autrefois, bien que modestes, laissaient toujours une impression profonde. Vous souvenez-vous de cette douceur fondant lentement sur la langue? 10. Ajouter du sel au café pour réduire l'amertume. Dans les matins paisibles des années 1970-1980, le café n'était pas toujours aussi riche ou parfumé qu'aujourd'hui. Les grains étaient souvent torréfiés longtemps, moulus à l'avance et conservés assez longtemps avant usage, rendant l'amertume âcre inévitable. Au lieu d'ajouter beaucoup de sucre ou de lait, on utilisait une astuce très surprenante, une petite pincée de sel. En mettant une très faible quantité de sel dans le café moulu ou directement dans la tasse chaude, l'amertume s'adoucissait instantanément. Le sel ne rend pas le café salé, mais il aide à atténuer la sensation d'âpreté sur le bout de la langue, permettant aux arômes naturels du café de devenir plus clairs. Ainsi, une simple tasse de café devenait beaucoup plus facile à boire et équilibrée. C'est une façon très subtile d'équilibrer les saveurs, née de l'économie et d'une compréhension naturelle du goût. Aujourd'hui, avec d'innombrables machines et des grains de café haut de gamme, cette petite astuce est presque oubliée. Mais avez-vous déjà essayé de prendre une gorgée de café doux et de vous demander pourquoi cette saveur évoquait un sentiment si familier? Les plats et les astuces de cuisine d'autrefois ne servaient pas seulement à rendre les repas meilleurs. Ils préservaient aussi toute une époque de souvenirs lents et chaleureux. Si vous vous êtes aussi reconnu dans ces histoires,
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage vers les cuisines du passé. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos.